Bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Qui a commencé, la poule ou l'œuf? On en parle dans Business Models. Bonjour Fabien. Bonjour. Je suis heureux de vous accueillir. Vous êtes le fondateur de Pool House. Et parce que c'est une histoire fantastique, Pool House, on va la découvrir ensemble. Mais on va commencer, comme il est de coutume dans cette émission, par un petit regard sur l'actualité. Votre regard sur l'actualité et la société. Plein de choses se passent, et notamment dans le bien-être animal. Absolument. Donc là, on a vu une loi passer sur le bien-être animal à l'Assemblée. Je pense que c'est la première fois qu'on arrive à avoir vraiment les associations et les députés qui se mettent ensemble pour agir. Alors, ils ont laissé de côté le sujet de l'élevage, ils se sont concentrés sur les cirques et les animaux de compagnie. Mais ça montre à quel point cette tendance de fond a pu émerger par les consommateurs, par les distributeurs, par les associations. Il y a une bascule dans les mentalités. Absolument. C'est bien de se nourrir, mais encore faut-il le faire dans des conditions raisonnables. En fait, la compréhension du bien-être animal et du fonctionnement intérieur des animaux a complètement évolué. Les éthologues ont fait des rapports très intéressants qui permettent de mieux comprendre finalement ce que vivent les animaux. Et quelque part, regarder ensuite la façon dont on les traite au quotidien, et en particulier de façon industrialisée dans l'élevage, ça jette un regard un peu cru, et c'est ce qu'ont fait un certain nombre d'associations. Et voilà, je pense qu'on est dans un moment de bascule. Ouais. Qui va nous emmener jusqu'où? Jusqu'où on va mettre la barrière? Jusqu'où on va continuer à consommer des animaux presque? Parce que bon, il y a aussi tout le mouvement vegan et autres. Exactement. Je pense vraiment qu'il y a une tendance de fond qui fait que la consommation de protéines animales va aller en diminuant dans le futur. Il y a plusieurs axes. Il y a l'axe des protéines végétales en remplacement des protéines animales, et on voit se faire beaucoup de produits qui sont des alternatives végétales. Il y a aussi ces projets de clean meat, de cultiver des cellules souches pour essayer de reproduire de la vraie fausse viande. Et puis je pense qu'il y a peut-être la réinvention des modèles d'élevage, justement en intégrant une dimension plus éthique et de bien-être animal. C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il faut copier l'ancienne protéine animale, la viande, ou est-ce que finalement un enfant qui naîtrait, qui ne mangerait que des carottes et des brocolis, et qui n'aurait jamais connu la viande serait malheureux? En fait, je pense qu'on a pris des habitudes qui sont aussi des habitudes culturelles. Simplement, on peut vivre sans. Moi, je suis végétarien depuis plusieurs années maintenant, je m'en porte très bien. Et ce n'est pas un problème, et beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, on peut aussi simplement réduire sa consommation. Ce qui est sûr, c'est que produire de la viande, ça provoque du mal-être animal, ça provoque aussi beaucoup d'émissions de CO2, beaucoup de consommation d'eau, et en fait, à l'échelle de 7,5 milliards de personnes, on ne peut pas nourrir toute la planète avec de la viande, et il va falloir qu'il y ait des changements qui interviennent. C'est intéressant, c'est l'occasion pour beaucoup d'entrepreneurs de se lancer. C'est une industrie qui est vraiment très dynamique en ce moment, on voit plein d'initiatives. Dans la food, il se passe beaucoup de choses, et il y a des transformations en cours qui sont passionnantes, à la fois du côté de la distribution, du côté de la numérisation et des modes de production, et même du consommateur. On va voir pourquoi c'est un marché qui attire de plus en plus d'entrepreneurs comme vous. Pourquoi justement cette food tech, même comme on l'appelle, attire de plus en plus d'entrepreneurs? C'est parce que c'est un formidable marché, tout d'abord, il faut se nourrir 3 fois par jour. Exactement. On est à peu près sûr d'une chose, c'est que dans 30 ans, on continuera à se nourrir. On est bas dans la pyramide de Maslow, ça fait partie des objectifs principaux. Complètement obligatoire. D'autres sujets sont peut-être plus vaporeux, et on peut se demander si dans 10 ans ou dans 20 ans, ça existera encore. Le fait de s'alimenter, ça c'est une certitude. Le fait que cette alimentation a des impacts sur la planète, a des impacts sur des animaux, etc., est une certitude également. Donc on est dans quelque chose de solide et de durable, et on est aussi à la fin d'une période là, de 70 ans de course à l'optimisation, à la rationalisation, à la réduction des coûts, et on est allé très très loin. Industrielle. Exactement, l'industrialisation. L'agroalimentaire industriel. On a voulu pouvoir nourrir toute la planète, on a réussi, je dirais qu'on a réussi déjà dans les années 70-80, on y était en fait, et on a continué
à optimiser. Vous voyez, une poule en 1950, à la sortie de la guerre, elle pondait 120 œufs. Au tournant de l'an 2000, elle en pondait 250 par an. Et aujourd'hui, elle en pond plus de 300, 320. Donc un par jour quasiment. Quasiment. Et c'est ça qui suscite des vocations chez les entrepreneurs, c'est de se dire, voilà, parce que c'est toute une chaîne, hein, ça part de la culture des champs, les engrais, en effet, l'irrigation, l'eau, la nourriture des animaux, enfin bon, ça a des implications incroyables. C'est toute une chaîne, c'est toute une filière qui est organisée, qui du coup se remet pas forcément toujours en cause parce que ça fonctionne comme ça et ça semble fonctionner plutôt bien. Et puis l'entrepreneur, c'est celui qui essaye d'arriver avec un angle un petit peu différent. On va avoir des Steve Jobs là-dedans qui vont disrupter l'agro-industrie. En quelque sorte. Ouais, je crois aussi. Ouais. Je pense que c'est vraiment... Et on voit d'ailleurs des acteurs de la Silicon Valley ou de la tech qui prennent des investissements dans des projets qui essayent de faire une nouvelle approche. Et la tech, la dimension tech, elle est clé dans cette création, cette disruption, on pourrait dire ? La tech, elle est partout. Donc, évidemment, l'idée, c'est pas de revenir vers un passé fantasmé d'une autre époque où on faisait autrement. Non, c'est d'utiliser les techniques actuelles. Là, par exemple, les technologies qu'on utilise pour arrêter de broyer les poussins sont des technologies très, très complexes qui vont faire appel à la génétique, etc. Et en même temps, on est au service d'une cause qui est à défendre. Bon, voilà, on parle de poussins. On va comprendre. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et essayer de comprendre ce qu'est Pool House. Alors, Pool House, l'œuf qui ne tue pas la poule. C'est intriguant comme slogan. Oui, c'est volontairement intriguant. Au début, on ne comprend pas parce qu'on se dit les œufs, ça ne tue pas les poules. Et puis quand on comprend que les poules sont abattues systématiquement à l'âge de 18 mois, ce qui est assez jeune pour une poule, ça peut vivre plus de 5 ans une poule. Et donc, elles sont abattues parce qu'elles deviennent moins productives. Les poussins mâles sont... Ça ne devient même pas des poulets qu'on peut consommer? Alors non, elles sont abattues, elles sont congelées et envoyées en Afrique où elles vont être consommées là-bas. Mais nous, ça ne correspond pas aux standards de consommation. Donc en plus, il y a ce sujet un peu étrange de se dire qu'on a des millions de poules pondeuses qui, en fin de carrière, vont aller être consommées dans un autre continent. Et alors, comment est-ce qu'on passe de la culture, hein, c'était votre ancienne vie, à l'agriculture? Un peu par accident. Toujours. Réflexion personnelle sur la question animale qui m'intriguait, où je me demandais pourquoi on semblait trouver normal la direction qui a été prise, alors qu'on avait tous les éléments qui nous montraient qu'on devait changer notre regard sur les animaux et quelque part on est nous-mêmes des animaux et la période actuelle et ce virus nous le rappelle aussi, on est dans une chaîne de la vie, quoi. Cette idée qui germe en 2016 de se dire mais on pourrait faire autrement, par exemple sur les œufs, faire un produit complètement, une protéine animale complètement indemne de toute souffrance animale, pour peu qu'on s'attaque à la façon dont sont faits les œufs. Alors c'est comme ça qu'est né Pool House. On va voir un petit film que vous nous avez apporté qui est très bien fait déjà et puis très, très explicite. Je vous laisse le commenter. Alors c'est l'histoire des poules. On voulait montrer le côté un peu industriel. Alors évidemment, c'est fantasmé, ça se passe pas comme ça, mais montrer que on est dans un système. Alors cette poule, elle n'a pas pondu, donc elle est évidemment envoyée au recyclage. Et celle-ci, elle n'a pas pondu non plus, donc elle a peur. Et voilà. Et après, c'est toute la part de fiction qui a été faite dans ce petit film où les poules vont s'entraider pour essayer de donner un coup de main à celles qui n'arrivent plus à pondre pour qu'elles puissent continuer à vivre. Et elles vont fabriquer des faux œufs pour l'aider à survivre une journée de plus. Donc ça, c'est la fiction. C'est pas votre business réel. Votre vrai business, c'est quoi alors? Notre business, c'est justement ce genre de poules, de les garder en vie tout le temps, de les garder en production tout le temps. Donc chez nous, les poules vont pas... Même quand elles sont moins rentables, à l'abattoir. Exactement. Elles vont être moins rentables, elles vont être moins productives. Donc... la conséquence, c'est que si je cherche à vendre mon œuf au même prix que les autres, à un moment donné, je ne vais pas m'y retrouver. Et donc l'enjeu pour Pool House, ça a été de faire une information en direction du consommateur, de lui dire on peut faire des œufs sans tuer les poules, et aussi sans tuer les poussins mâles, et aussi sans couper les becs des poules. Enfin, un certain nombre de sujets qu'on a voulu traiter dans l'approche. Qui se pratiquent dans l'industrie actuellement. Exactement.
Et en traitant ces sujets-là, on peut y arriver. Par contre, le prix de l'œuf ne sera plus le même. Donc l'œuf, c'est un produit, c'est devenu une commodité, c'est à 80%, c'est de la marque distributeur, c'est un produit très peu cher. On était tombé à moins de 10 centimes avec la cage. Alors déjà, il y a eu un mouvement d'arrêt de la cage qui s'est enclenché depuis quelques années sous l'influence des associations et des consommateurs. Dans la distribution, on a arrêté progressivement de faire de la cage pour aller vers des solutions de poules en plein air qui ont accès à l'extérieur. Par contre, le système d'abattage précoce des poules et des poussins, ça, c'était pas remis en cause. Donc, quand j'achète une boîte de poule house, je paye plus cher, mais quelque part, j'adopte une poule. Je l'aide à avoir une fin de vie heureuse. Je finance un mode de production nouveau dans lequel on est respectueux de la vie de l'animal tout au long de sa vie. En tant que consommateur, je fais ce choix-là. Je dis, moi, quand je mange un œuf, je ne veux pas qu'on tue de poussins, je ne veux pas qu'on tue de poules. C'est la même démarche que C'est qui le patron, finalement. Le consommateur prend conscience des enjeux d'un écosystème, d'une chaîne économique, et est prêt à payer un peu plus cher pour que tout le monde s'y retrouve. Chez qui le patron, c'est en l'occurrence les producteurs et les agriculteurs. Alors, on fait la même chose, en ce sens que dans notre approche, on vend l'œuf plus cher, on rémunère aussi mieux les éleveurs. Donc ça nous paraît important que ça bénéficie aussi aux éleveurs. Combien plus cher en fait? Alors le prix de vente de l'œuf est vraiment plus élevé, c'est-à-dire qu'on est à peu près 2 fois plus cher. On a un œuf bio qui va être vendu à 1 € et un œuf plein air qui va être vendu à 60 centimes, 66 Donc centimes. 2 fois plus cher que ce qu'on trouve dans l'industrie traditionnelle. Donc en fait c'est de la niche, un marché de niche. C'était ce qu'on disait du plein air il y a 40 ans. Quand c'est apparu, on disait ça ira jamais nulle part ce truc-là, c'est trop cher, c'est trop compliqué à faire. Aujourd'hui, la cage s'arrête, le plein air devient la règle. Et les prix n'ont pas augmenté. Ah, les prix ont augmenté. Le prix a un peu augmenté. Après, il y a eu des travaux sur la productivité des animaux qui ont fait qu'on a quand même un peu rattrapé le différentiel. Mais ça coûte plus cher un œuf plein air qu'un œuf de poule élevé en cage. Et le consommateur, malgré tout, a fait le choix d'aller vers le plein air. Pour le consommateur qui le peut, parce qu'il y a ceux pour qui 1 € reste 1 € et c'est compliqué de se dire je vais payer 2 fois plus cher mes œufs, puis demain mes salades et le reste. Alors les œufs sont les protéines animales les moins chères. Donc c'est beaucoup moins cher, même en achetant nos œufs, que de la viande ou du fromage ou d'autres protéines animales que les consommateurs consomment régulièrement. C'est un aliment qui est excellent. Les diététiciens sont tous unanimes sur les bienfaits de la consommation des œufs. C'est un produit qui se retrouve partout également, donc, qui est un ingrédient de base d'un très grand nombre de produits. Bon, et si on revient alors sur votre proposition de valeur et sur la vie de ces poules, oui. Donc, racontez-nous depuis le début comment ça se passe et qu'est-ce que vous faites de ces poules qui ne pondent plus finalement? Au tout début, déjà, il y a une première action qui est d'essayer d'arrêter de tuer les poussins mâles et d'arrêter de couper les becs des poules. Pourquoi est-ce qu'on tue les poussins mâles? Alors, le poussin mâle ne pond pas, par définition, puisque c'est un mâle. Et comme il est de l'espèce de la poule pondeuse, il ne pourrait pas donner non plus un bon poulet. Donc il ne sert à rien, et donc avant de lui donner à manger et de commencer à avoir des coups, on va plutôt le mettre à la broyeuse, et c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. 50 millions par an en France sont broyés. Et 50 millions de poules pondeuses sont donc mis en production avec les pointages, et puis ensuite elles grandissent, elles pondent entre jusqu'à l'âge de 18 mois, disons entre la 20e semaine et la 72, 75e. Puis elles partent à l'abattoir à leur tour. Chez nous, elles vont pondre de la même manière. Simplement, au lieu de partir à l'abattoir, on va les faire partir sur un nouveau cycle de ponte, puis encore un autre cycle après. Et en fait, on se rend compte qu'elles pondent très bien en année 2, même en année 3. Tous ces œufs vont être commercialisés. Et quand vous achetez une boîte d'œufs poule house, vous ne savez pas forcément si c'est des plus jeunes ou des plus vieilles poules. Ça ne change rien à la qualité? Ça ne change rien à la qualité des œufs. Alors évidemment, si des œufs ne sont pas de qualité commercialisable, on ne les commercialise pas. Mais on a tout un travail, et c'est là on parlait de tech, où il y a de la recherche et du développement, pour savoir quel aliment leur donner, quel mode d'élevage poursuivre, de manière à ce qu'elles soient bien dans leur ponte toute leur vie. Et alors, ces poules en années 4 et 5, elles vont à l'EHPAD, comment ça se passe? Alors, il y a un moment de fin de l'eau où il ne reste plus beaucoup de poules d'ailleurs, où effectivement elles ne sont plus en production et on continue à s'occuper d'elles. Donc c'est là un peu l'image de la maison de retraite, effectivement, où on a voilà. Après, on a des projets qui sont un peu encore expérimentaux, de les mettre dans des vergers parce qu'elles peuvent
protéger des insectes, et donc dans une démarche bio, quand on ne peut pas mettre d'insecticides, les poules peuvent encore jouer un rôle, en quelque sorte, même si elles fin de vie heureuse dans un verger, c'est mieux que dans une broyeuse. C'est ça. Vous en êtes où? Comment ça se développe? À quelle vitesse? Est-ce que finalement les consommateurs entendent ce message? Je dirais que ça s'est développé quand même très vite parce qu'on a démarré en septembre 2017. On a démarré avec des enseignes bio comme Biocoop, puis Franprix, Monoprix. Et depuis l'an dernier, on a lancé un œuf plein air, donc à 3,99 qui est quand même plus abordable. Et on a ouvert toute la distribution GMS, Carrefour, Auchan. Ça représente combien d'œufs, je sais pas, par jour, par mois, par an? Là, cette année, on va en commercialiser 15 millions. Là, on démarre Intermarché cette semaine. C'est un grand enjeu pour nous. C'est une belle enseigne qui nous fait confiance. Donc vous sentez qu'il y a une forte demande. C'est presque difficile de suivre en termes de production, ou c'est pour l'instant encore tout ça s'équilibre bien? On y arrive. On a le nombre de poules qu'il faut et les équipes qu'il faut et la logistique pour délivrer. Donc ça fonctionne bien. Après, je pense que c'est un marché qui va croître dans la durée. Aujourd'hui, ça touche un certain nombre de personnes qui à la fois se sentent touchées et concernées par le message, en ont les moyens et trouvent nos œufs à proximité. À terme, ça devrait devenir un nouveau... Enfin, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un nouveau segment, un nouveau mode de production. Un nouveau standard. Exactement. Comme on a supprimé la cage, vous le disiez, on est sur du plein air. Exactement. Peut-être que tous les éleveurs de poules suivront votre modèle. Et c'est là où vous aurez réussi la disruption, finalement. Parce que c'est ça qui est intéressant derrière votre démarche. C'est que c'est un secteur, finalement, on ne se posait même plus la question. Enfin, je ne sais pas, mais j'ai l'impression. C'est pas un secteur spécialement d'innovation. Quand on produit une commodité comme ça et quand c'est l'océan rouge, on essaie de se battre sur les marges et de rafler les marchés en étant toujours à quelques centimes moins cher. On n'osait pas imaginer. Moi, personne ne croyait vraiment qu'on puisse vendre un œuf à 1 euro. Même quand on est arrivé chez des distributeurs qui nous ont laissé entrer, ils ont dit « Ok, on va essayer, mais quand même, vous ne faites pas trop d'illusions. Les gens ne vont pas acheter des œufs à ce prix-là. » Et ça a marché. Donc vous avez surmonté les premières réticences, parce que j'imagine qu'elles étaient nombreuses, en effet. Ah complètement. Dans la distribution, c'est plutôt des acteurs de la RSE ou du marketing qui ont cru à l'idée et qui ont voulu lui donner sa chance. Mais il y avait beaucoup de scepticisme. Vous regardez d'autres animaux maintenant? Alors, nous directement non, parce que le marché est déjà énorme et ce qui est à faire est déjà colossal, mais on se rend compte qu'on a inspiré des gens. Donc j'ai vu passer sur Ulule un projet de lait de chèvre sans abattre les chèvres. Parce qu'il y a les mêmes problèmes sur d'autres plaisir. élevages, en fait. Bien sûr. Oui. On va voir ce qui vous a poussé à titre personnel à lancer cette aventure. Fabien, je le disais, vous n'étiez pas du tout dans ce business auparavant. Ça doit être assez vertigineux de se dire, tiens, moi qui suis plutôt un habitant, un rat des villes, et qui suis plutôt dans un monde de livres, de culture, je vais prendre des bottes en caoutchouc et aller voir des fermes. J'avoue que oui, je me suis quand même... J'ai mis 6 mois à me décider et c'était assez vertigineux de se dire je vais vraiment faire ça. C'est presque un appel, c'est presque une vocation, une mission au sens presque religieux. J'étais sorti d'une précédente aventure entrepreneuriale avec la certitude que j'allais remonter un nouveau projet, que ça allait prendre toute mon énergie pendant de nombreuses années et que j'allais faire que ça. Et que, idéalement, je voulais que ça prépare un monde meilleur pour ma fille et que ça ait du sens, tout ça. Ouais. Et donc, c'est à la jonction de ça que je suis allé vers cette idée. J'étais déjà passé du monde de l'assurance au monde du livre numérique et des applis pour smartphone, ce qui était déjà un vrai changement. Bon, là, le changement était un peu plus radical encore parce que je ne connaissais rien à l'agricole et rien à la grande distribution il y a 4 ans. Et c'était effectivement vraiment vertigineux. Alors, c'est quoi la première marche? Déjà, on commence par s'informer, on ouvre plein de bouquins, on rencontre des gens. Exactement, je suis allé voir des acteurs du monde associatif, j'ai lu des livres, j'ai testé l'idée auprès d'un certain nombre de personnes, y compris dans des salons, etc. Et quand j'ai rencontré Sébastien, qui est devenu mon associé, j'en étais au stade où je voulais vraiment tester auprès des consommateurs. On a fait une campagne Facebook de test où on a essayé de voir si les gens répondaient présents et on avait fait une landing page où le produit semblait exister, pouvoir même être acheté.
Et on regardait combien de personnes appuyaient sur le bouton acheter et on leur demandait de laisser leur email en disant on n'est pas prêt. Et voilà. Et on a tout de suite vu que ça prenait. On a eu énormément de questions qui sont arrivées, qui nous ont fait une forme de première étude de marché. Et on s'est rendu compte que oui, il y avait déjà des clients. J'imagine que c'est très gratifiant le matin quand on se lève de se dire voilà, on a une entreprise qui apporte vraiment un plus, qui a du sens, qui permet finalement d'améliorer le monde. C'est clair, ça change tout. Parce par rapport aux autres expériences. On a 75 000 poules chez Pool House qui vivent grâce à nous, grâce à ce qu'on fait, quoi. Donc, en plus des emplois qu'on a créés, en plus d'apporter à des éleveurs la possibilité de continuer ou de transmettre leur exploitation à leurs enfants dans des bonnes conditions, il y a tous ces animaux qui ont un destin complètement inédit. On est les seuls dans le monde à faire ça. Il n'y a pas d'autres poules pondeuses dans le monde qui peuvent espérer vivre 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. J'imagine qu'une des difficultés quand on est sur une entreprise avec autant de sens et une mission aussi forte, c'est le compromis. Et c'est difficile quand on est entrepreneur, on doit faire des compromis en permanence. Et voilà, jusqu'où on peut en faire pour que ça reste un business quand même rentable, gagner de l'argent et en même temps rester fidèle à cette vocation. C'est clair, vous avez raison. Et la beauté, je pense, de l'idée telle qu'on l'a construite au départ, c'est que ce qu'on vend aux consommateurs, c'est de l'éthique. Notre œuf, il n'est pas vraiment différent d'un autre œuf. Donc la seule chose que le consommateur achète et ce pourquoi il paye plus cher, c'est le mode de production. Et ça nous protège des tentations de revenir en arrière sur l'éthique. Ouais, sinon vous détruisez de la valeur. Sinon on détruit le produit. Voilà, exactement. Et c'est des débats quand même au quotidien. Oui, par exemple, la question de savoir si on allait vers un œuf plein air ou pas, ça a été un débat en interne. Un œuf plein air, par définition, n'est pas bio, donc l'aliment donné aux poules est produit en utilisant potentiellement des pesticides ou autres. Donc on a beaucoup réfléchi à faire ça. Notre cœur de projet, c'est de ne pas tuer les poules, c'est de créer des œufs sans tuer les poules. Sur le reste, on s'est dit que quelque part, c'était pas notre débat, on essayait de faire pour le mieux, mais on devait laisser l'alternative aux consommateurs de choisir. Oui, et puis surtout le rendre finalement plus grand public, plus accessible en termes de prix. Exactement. C'est quoi vos prochains défis en tant que chef d'entreprise? Comment est-ce que vous voyez la suite? Là, on a 2 gros défis devant nous. Le premier, c'est de travailler sur le B2B et on rencontre des marques qui utilisent de l'œuf dans leurs produits. Et en fait, elles peuvent embarquer avec nos œufs notre promesse également éthique à l'intérieur de leurs produits. Et donc, c'est le Pool House Inside, si on veut, c'est d'emmener la promesse de bien-être animal. Donc, par exemple, chez les fabricants de gâteaux ou autres? Par exemple, exactement. Donc ça, c'est un enjeu important pour nous et ça va nous faire des lignes de business plus stables et importantes. Et puis, le deuxième... Et ça, juste sur ce point, ça commence à démarrer? Ça commence. Alors, on a un premier gâteau, un fondant au chocolat qu'on a fait en co-branding avec Franprix. Et après, on a des discussions avec des industriels, mais bon... Et pareil, comme la distribution au départ, j'imagine que pour l'instant, ils ouvrent des grands yeux? Un peu. mais c'est toujours pareil, c'est le consommateur qui va faire la différence. Basculer les choses. Et le deuxième enjeu, alors? Le deuxième enjeu, c'est qu'on est les seuls dans le monde à faire ça, mais on n'est pas le seul pays au monde où la question animale est importante. Donc l'enjeu suivant, c'est l'international, c'est d'aller voir si on pourrait s'implanter dans d'autres pays. Il y a des éleveurs de poules qui sont venus vous voir déjà du monde entier? Oui, ça suscite déjà de la curiosité. Je pense que l'Europe est un très bon terrain de jeu pour commencer, notamment dans le Nord. Vous vous projetez loin dans cette aventure en tant qu'entrepreneur? Oui, en tout cas, le modèle, on voudrait qu'il devienne un modèle qui soit reconnu. On aimerait qu'à terme, ce mode de production soit reconnu par les autorités en France, en Europe. Mais vous, à titre personnel, en tant que chef d'entreprise? Moi, tant que je suis pertinent et utile pour faire avancer ce projet-là, j'ai ma place dedans. Et qu'est-ce qui vous semble le plus compliqué dans cet univers que vous ne connaissiez pas encore il y a 4 ans? Qu'est-ce que vous avez découvert finalement et qui ne vous semble pas simple? Les mécanismes de la grande distribution sont un peu perturbants à comprendre, donc surtout que la grande distribution... La négociation sur les prix. Il y a tout ça, et en plus la grande distribution est en transformation en ce moment, elle se trouve à un moment un peu charnière, la fréquentation des hypermarchés, des grands centres commerciaux change, la distribution en drive et en internet arrive, donc ça c'était quand même assez challengeant. Les enjeux de la logistique que je ne connaissais pas du tout m'ont pas mal surpris.
Et vous auriez pu, enfin je ne sais pas si c'est peut-être le cas, les commercialiser directement sur Internet. Vous n'avez pas lancé une DNVB comme on dit je vais vous faire rigoler, mais c'était notre projet au début avec Sébastien, parce qu'on vient un peu du web, donc on s'est dit on va tout distribuer par le web. Et puis on a fait une campagne sur KissKissBankBank qui a bien marché, donc il a fallu qu'on envoie des centaines de boîtes d'œufs à toutes les personnes, parce qu'on avait mis des contreparties en boîte d'œufs. Ouais, et puis elles sont arrivées cassées. Et là on s'est dit c'est pas une bonne idée. Non, les œufs ça s'achète en magasin, quoi. Donc, c'est compliqué, encore une fois, enfin pour l'instant en tout cas, d'envoyer par la poste. Mais ça pourrait être une bonne idée. Je m'abonne chaque semaine, je reçois ma boîte de 6 œufs. Exactement. Il y a beaucoup de projets d'abonnement comme ça qui fonctionnent, mais sur les œufs, c'est particulièrement compliqué. Oui, en effet, ce sera pour le prochain projet. Bon, en tout cas, merci beaucoup Fabien de nous avoir parlé de cette belle aventure Pool House, avec beaucoup d'humour aussi. Hein. Il y a une touche vraiment très second degré, vivre et laisser vivre. Hein. J'ai vu sur votre site. Vivre et laisser vivre, c'est un autre slogan. La poule qui ne tue, l'œuf qui ne tue pas la poule. Merci beaucoup pour ce témoignage et longue vie à Pool House. Viendra nous raconter la suite de l'aventure. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.